Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui reçoit des gens qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Valandré. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Frédéric Valandré et nous passerons aux questions que je lui ai préparées. Alors, Frédéric Valandré, vous êtes écrivain et docteur en sciences humaines. Vous êtes spécialiste des questions judiciaires. Vous êtes le rédacteur du blog Le Chat Borgne. Tout à fait. Et vous avez publié 2 livres. Donc France Intox, c'était en 2006. Parfaitement. Aux éditions Underban. Et vous venez de publier un 2e livre qui s'intitule Justice mise en examen. Toujours aux éditions Underban. C'était en mars 2009, il y a à peu près 1 an. Exact. Alors première question, je pense que ça va intéresser nos internautes. Pour le lancement de ce livre, vous aviez eu l'idée de réaliser une petite vidéo qu'on peut voir sur les plateformes de partage vidéo, notamment YouTube, et qui a été vue plus de 150 000 fois. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aviez fait cette vidéo et pourquoi elle a été autant vue? L'idée était de représenter dans une publicité, de façon un peu imagée, peut-être un peu brutale, la façon dont l'institution judiciaire subit des mauvais traitements sur le plan médiatique. Donc en fait, chacun sait que la représentation allégorique de la justice est une femme, donc en toge romaine, avec un glaive et une balance. Tout à fait. Donc en l'occurrence, par l'intermédiaire d'un ami, j'ai engagé donc un modèle de photo qui s'appelle une jeune femme qui s'appelle Cindy Lopez. Donc et nous avons tourné la vidéo en mars 2009, peu de temps après la sortie du livre, et l'idée est effectivement de montrer donc comment la presse, une certaine presse, s'en prend de façon brutale, violente à la justice. Et donc Dame Justice, donc Cindy en l'occurrence, se retrouve en très mauvaise posture à la fin de cette publicité. Elle se trouve donc presque nue, pratiquement nue, et donc recouverte d'ordures par un journaliste peu scrupuleux qui se fait passer donc, pour un photographe. Donc il lui dit d'abord de se dénuder l'épaule, ensuite de lui montrer ses seins, et ensuite quand elle se retrouve pratiquement en tenue d'Ève, il la recouvre de détritus. Donc c'est assez brutal. Et donc c'est une vidéo choc qui était juste de façon coup de poing, comment l'institution judiciaire est traînée dans la fange par certains médias. Et donc en fait, ça c'était en mars 2009, la vidéo a été mise en ligne en avril 2009, et que découvrons-nous? Donc en juin 2009, 3 mois plus tard, que parmi les participants à Secret Story 3, la célèbre émission de télé-réalité TF1, qui fait un tabac depuis 2007, parmi les candidats se trouve une certaine Cindy Lopez, donc la Dame Justice de notre vidéo. Et l'info a commencé à circuler, on a commencé à se rendre compte, à partir de août 2009, il y a environ 1 an, que la Dame Justice tant malmenée dans la vidéo et la candidate Secret Story, c'était la même. C'était la même. Donc ça a mis de l'animation, ça a créé le buzz, comme on dit. Certains en ont fait des gorges chaudes, on peut se dire, est-ce que la vidéo, est-ce que c'est un gag, est-ce que le livre existe réellement? Donc il a fallu que j'intervienne pour dire, oui, la vidéo existe, le livre existe, je l'ai bien écrit, il est bien paru aux éditions Underban, ce n'est pas un canular. Et certains ont malheureusement mal interprété la vidéo en y voyant une vidéo sexiste, misogyne, apologie de la violence envers les femmes. C'est-à-dire ils ont retenu la première partie de la vidéo, mais pas mon message, mon intervention à la fin de la vidéo. Et pas l'allégorie en fait. Voilà, c'est-à-dire ils ont pris ça au premier degré. Comme souvent dans notre société, il faut dire. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ceci dit, c'est vrai que ça a fait parler du livre. Bien sûr. Bon. Ben, vous êtes un des écrivains français les plus médiatiques sur YouTube aujourd'hui. Bah, moi, ce qui m'a fait rire, si vous voulez, c'est les titres de certains sites web qui disent Cindy Lopez nue pour Frédéric Valandré. On a l'impression que j'ai payé une péripatéticienne, une prostituée, si vous préférez, ou une stripteaseuse pour la pub, ce qui n'est pas exactement le cas. C'est-à-dire que, bon, elle a tourné la pub, et certes très déshabillée, mais bon, enfin, le titre me fait rire. Bon, moi, personnellement, c'est vrai que ça m'a... j'ai pris à la rigolade généralement les réactions. Bon, je trouve un peu dommage que certains n'ont pas compris le sens de la publicité, mais bon, c'est sûr que ça a fait parler de Cindy Lopez et accessoirement du livre.
Alors justement, on est là pour ça. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de votre livre? Ah, tout à fait. Alors, si vous voulez, je m'intéresse aux questions affaires judiciaires, affaires criminelles. Je précise affaires criminelles parce que pour ce qui est de délinquance politico-financière, comme les affaires Bettencourt en ce moment, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Donc, affaires criminelles, on va dire. Je m'y intéresse depuis plusieurs années et j'ai constaté qu'il y avait parfois, même souvent, un décalage, pour ne pas dire un gouffre, le Grand Canyon du Colorado, dans la façon entre la réalité de certains dossiers criminels et la façon dont les médias en parlent. Constater qu'effectivement, en certaines affaires, il y avait un certain décalage et que, bon, j'ai décidé de me pencher sur le sujet. Alors, j'en parlais de façon assez résumée, assez succincte dans France Intox. C'est juste un chapitre et quelques annexes qui étaient consacrés dans France Intox en 2006. Mais dès 2006, je me disais, bon, il faudrait que j'aborde le sujet plus en profondeur, de façon plus détaillée, plus fouillée, dans un prochain ouvrage. Donc ce qui a été chose faite en mars 2009. Et alors vous parlez de quelles affaires en particulier? Ah bah écoutez, il y a toute une série d'affaires, c'est-à-dire bon ça va effectivement de la fascination médiatique pour les grands gangsters, c'est-à-dire bon je parle de l'affaire de Mesrine bien sûr. Mesrine. Des vraies fausses erreurs judiciaires, c'est-à-dire que bon j'aborde effectivement certaines affaires judiciaires qui ont été étiquetées nouvelle affaire Dreyfus de façon totalement arbitraire, par exemple l'affaire du meurtrier de Madame Guylaine Marshall, donc le jardinier Omar Haddad, qui a été considéré comme le nouveau Dreyfus. Ouais. Donc, souvenez du discours de Jacques Vergès à la sortie du tribunal, il y a 100 ans, on condamnait un jeune homme, un jeune officier parce qu'il avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Bon, ça a été repris maintes fois. Enfin, c'est une espèce de matraquage. Et là, prochainement, il va y avoir un film sur cette affaire. Et je peux vous dire que je crains le pire. Donc ça, c'est un... Et pour rebondir là-dessus, bien sûr, j'aborde la question des fictions. Parce qu'il y a pas mal de fictions, notamment de télévision, sur les affaires judiciaires. Alors ces fictions sont techniquement bien faites, il y a des bons comédiens, c'est intéressant à regarder. Hein. Mais le problème, c'est qu'effectivement, les dossiers criminels sont malmenés. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le téléfilm de Pierre Boutron sur l'affaire Dominici, qui cherche à réhabiliter ce vieux paysan provençal, pourtant qui a été reconnu coupable à juste titre d'un triple meurtre, triple meurtre d'une famille de touristes britanniques, en sortant une abracadabrantesque histoire d'espionnage, que ce serait en fait le KGB qui aurait liquidé toute la petite famille, parce que, paraît-il, le chef de famille était un ancien espion. Donc, vous voyez, c'est souvent, bien souvent, les fictions télé maltraitent de façon tout à fait inadmissible les dossiers judiciaires. Alors je crains le pire pour ce qui concerne le film sur l'affaire Omar Haddad. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été porté au théâtre? Je ne sais pas si c'était la même affaire, est-ce que c'était pas Ranucci plutôt? Ah du tout, au théâtre c'était Seznec et Dominici. Seznec. Bon. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a vu sur France 2 notamment que l'écrasante majorité des téléspectateurs avait voté pour l'innocence de Dominici. C'est bien ça. Bah, malheureusement, je n'ai pas vu la pièce sur Dominici. On en parle pas. Mais ah non, j'ai lu celle de Seznec, on peut en parler. Ah d'accord. Mais ça, je ne sais pas si... Pour ce qui est de Seznec, il faut bien voir qu'avant même que cette pièce soit proposée au public en janvier 2010, donc par Robert Hossein, il y a une lame de fond médiatique en France pour dire que Guillaume Seznec a été condamné à tort, que effectivement il a été victime d'une machine de la raison d'État, que en fait sa condamnation servait à couvrir des intérêts supérieurs, c'est-à-dire un trafic de Cadillac entre la France et l'Union soviétique. Bon, ça c'est la thèse soutenue par son petit-fils, Denis Leher, en Seznec, depuis des années. Et le fait est que bien souvent, c'est pratiquement toujours les médias, c'est surtout à lui qu'on donne la parole. Dès qu'il y a quelqu'un qui apporte une note discordante, ça passe pas. Il y a un historien en 2005, par exemple, qui s'appelle Bernays Roux, historien breton, qui a publié un livre très intéressant, très objectif, où il disait, je ne sais pas si Seznec est coupable ou innocent, mais il passait en revue les différentes hypothèses, y compris celles défavorables à Seznec. Ne serait-ce que cela, le petit-fils a comparé son action à une action anti-dreyfusarde. Pire que celle des anti-dreyfusards au moment de la révision du procès Dreyfus. Ce qui est quand même, si vous voulez, il y a un côté vraiment inquiétant. Donc si vous voulez, il y a cette lame de fond médiatique, ce matraquage en faveur de la thèse de l'innocence, avant même le lancement de ce spectacle. Déjà. Donc,
Et puis effectivement, le procès tel qu'il est remontré par Robert Hossein, j'ai vu effectivement le spectacle à la télévision en avril dernier. Il y a effectivement, oui j'en arrive à ça, c'est-à-dire il y a une présentation, disons c'est assez orienté. Et si vous voulez, même si Robert Hossein joue la carte officiellement de l'objectivité, il y a quand même, quand on lit entre les lignes, on se rend compte que bon, c'est plié, la messe est dite. La messe de l'innocence est dite, si je puis dire. Et il y a un élément qui est très marquant, juste avant, à la fin du spectacle, au moment du vote, je me souviens plus si c'est avant ou après, il y a un comédien donc, qui interprète Seznec revenant du bagne. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc un vieux monsieur qui interprète Seznec vieilli, fatigué, donc revenu du bagne, avec la musique du film Platoon. On reconnaissait que c'est quand même ça sent la manipulation du public à plein nez. Donc la petite musique de Platoon, un vieux monsieur, on se dit ah bah non quand même, le pauvre, allez. Donc faut pas s'étonner qu'effectivement il y a plus de 90% du public, 94% autour de cela à peu près qui a voté pour Innocence, parce qu'il y a une mise en condition. Alors pour ce qui est de Dominici, je n'ai malheureusement pas pu voir le spectacle. Mais je crois que vous avez raison, il s'agissait de Seznec en fait. Seznec, oui. Mais il y a eu Dominici aussi, le spectacle sur le procès de Dominici, également par Robert Hossein, il y avait des comédiens, certains comédiens différents. On vérifiera. Voilà. Alors, dans votre livre, vous parlez longuement de la manière dont les médias parlent des affaires de justice, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous trouvez que la critique qu'on fait souvent, c'est que le temps médiatique est beaucoup plus rapide que le temps de la justice? Est-ce que vous pensez que les médias ne devraient pas du tout parler des procès tant qu'ils n'ont pas abouti? Difficile à dire, parce que bon, si vous voulez, moi, ne pas en parler, non, mais c'est plutôt la manière dont ils en parlent. C'était pour prendre un exemple, par exemple, pour le procès de Doutreau. Si vous voulez, bon, il y a eu, lors de l'instruction, c'est-à-dire, pour prendre l'expression que je donnais tout à l'heure, la messe était dite, c'est un réseau pédophile, ils sont tous coupables, etc. Si vous voulez, c'était effectivement une information unilatérale. Mais cet unilatéralisme, on l'a retrouvé lors du procès dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de journalistes qui se sont accoquinés avec les avocats de la défense, talentueux au demeurant. Maître Éric Dupond-Moretti est un excellent avocat. Bon, je n'ai pas de sympathie particulière pour lui, mais c'est un excellent avocat, plus de 80 acquittements à son actif, c'est quand même pas mal. Et ça a été dénoncé, c'est-à-dire que le procureur de la République de Saint-Omer, qui s'appelle M. Éric Morel, en a parlé dans un livre qui s'appelle Parole de procureur, et il en a parlé lorsqu'il a été interrogé par l'inspection générale des services judiciaires qui a enquêté sur l'affaire Doutreau après le deuxième procès, c'est-à-dire enquêté début 2006. Il dit clairement, j'ai assisté à une partie du procès, il a dit il y a un décalage entre ce qui se passait dans la salle et ce qui était dit par les journalistes qui suivaient le procès. Il dit tous les éléments, il dit les éléments favorables à l'accusation étaient passés à la trappe par les 10 journalistes. Les journalistes en question, qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient très, très proches de l'équipe des défenseurs. Alors on peut dire que dans quelques semaines, vous allez révéler un document sur notre site. Donc on renvoie d'ailleurs les internautes qui peuvent voir cette vidéo bien après, d'ailleurs vous l'ayez publiée, mais on renvoie donc à Enquête et Débat pour qu'ils puissent se plonger dans ces éléments que vous révélez ou que vous remettez sur le devant de la scène. Tout à fait. Très bien. Alors, dans l'actualité récente, moi j'aimerais avoir votre avis sur une affaire dont on a énormément parlé dans les médias, mais me semble-t-il d'une manière un peu caricaturale. Donc avec le recul qu'on a maintenant, puisque a priori l'affaire est terminée, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de l'affaire Polanski? Si vous voulez, moi en ce qui concerne l'affaire Polanski, la première chose qui m'a choqué, suite à l'arrestation de Polanski, donc à l'automne dernier en Suisse, j'ai l'impression que j'ai vu manifester une espèce de réflexe de justice de classe, c'est-à-dire de favoritisme. C'est-à-dire toutes les personnes, Frédéric Mitterrand, Jacques Lang, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, et de nombreux autres, sont intervenus pour le défendre en disant que c'était scandalisé, etc. Et parmi les arguments qu'ils ont sortis, c'est effectivement que c'est un grand cinéaste, et d'une,
qu'il a eu un passé difficile. Bon, ce qui n'est pas faux. Mère décédée au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, sa femme Sharon Tate assassinée par donc les hippies drogués du groupuscule de la secte de Charles Manson. Nous sommes d'accord, c'est vrai que ça a dû le marquer. Mais en quoi cela excuse d'avoir une relation sexuelle avec une mineure de 13 ans à qui il a fait boire de l'alcool et consommer de la drogue, semble-t-il. C'est pas un sédatif plutôt ou... Oui, enfin quelque chose comme ça, mais bon, je suis vraiment pas certain que... Parce que lui, il affirme que c'était consenti, mais consenti ou non, le fait est que la petite avait 13 ans. Ouais. Donc bon, alors certes, c'est une connerie. Bon, c'est une connerie, une de trop. Ouais. Bien sûr, je ne vais pas tomber dans l'excès inverse en disant que Polanski est le nouveau Marc Dutroux, que c'est un prédateur sexuel, etc. Mais au nom de quoi, sous prétexte que monsieur est une notoriété, il ne devrait pas s'expliquer devant la justice américaine. Je ne réclame pas le bagne à perpétuité pour lui, mais qu'il aille aux États-Unis pour s'expliquer. Et donc, je trouve inadmissible qu'on, sous prétexte que monsieur est une célébrité, il y a tous ces gens qui viennent le soutenir, ce qu'il n'aurait pas fait si c'était un pauvre diable, et d'une. Et je tiens à préciser également qu'il y en a un qui a vraiment dépassé des bornes parmi les soutiens de Roman Polanski, c'est l'écrivain Yann Moix. Andy Moix. Andy Moix. Yann Moix, on va dire, qui a publié un livre en février-mars dernier qui s'appelle La Meute, dans lequel la Suisse est traitée de putain, ce qui n'est quand même pas rien, et dans lequel il parle d'une nouvelle affaire Dreyfus. Sous-entendu, Polanski serait victime d'antisémitisme. C'est le spectre de l'affaire Dreyfus, le spectre, le chantage à l'antisémitisme, et il parle d'une meute qui s'en prendrait à Polanski, en s'appuyant sur le fait, sans citer beaucoup d'exemples concrets, parce que c'est un livre, bon, c'est un plaidoyer, mais bon, ça ne veut pas un essai. Hein. C'est pas un essai documenté, c'est un coup de gueule. C'est plus un coup de gueule qu'autre chose. Il parle d'une meute. Mais il y a un argument... Alors, quelle meute? Moi, je demande quelle meute. Vous n'avez pas été sensible à l'argument qui fait que cette jeune fille qui est devenue une jeune femme demande à ce que Polanski soit laissé tranquille. Donc si même elle le demande, bon, ça c'était un argument que je trouvais recevable, moi. C'est un argument qui est recevable. Là, je suis d'accord. Bon, c'est vrai que, bon, on peut effectivement... mais le fait est que la justice américaine est ce qu'elle est, hein, avec ses qualités et ses défauts, mais le fait que la justice a pardonné n'interdit pas au ministère public de continuer à... Alors ça peut passer pour de l'acharnement. Moi je trouve que la position de Samantha, maintenant qui est une femme bien sûr, est tout à fait respectable. Bon, elle, son point de vue est respectable, parce que la victime, c'est à la victime de pardonner. Bien sûr. Puis elle n'a plus envie d'entendre parler de toute cette histoire. Je la comprends, je la comprends tout à fait. Ceci étant dit, moi, ce qui pose problème, c'est effectivement cette espèce de branle-bas de combat de ces défenseurs et les arguments qu'ils utilisent. C'est plutôt ça qui me gêne. Parce qu'effectivement, comme Yann Moix qui a le culot de parler d'une meute, comme lui, Franz-Olivier Gisbert lui demandait, mais quelle meute? Quelle meute? Parce que pour lui, la meute, Yann Moix, c'est les sites internet qui donnent une vision manichéenne de l'affaire. Mais bon, qu'est-ce que quelques sites internet qui présentent... Non, je vais faire l'avocat du diable, mais voilà. vous dites justement, c'était Franz-Olivier Gisbert, donc les médias, c'est vrai, on a l'impression quand même que les médias avaient tendance à s'acharner un peu sur Polanski parce qu'ils en parlaient à longueur de temps, en fait. Et c'était des individus qui s'élevaient en disant... Donc, entre individus et médias dans leur ensemble, certes sur Internet aussi, mais globalement, eux, je pense que ce qu'ils dénonçaient, sans que je partage nécessairement cette thèse, c'était que les médias ne cessent de parler de cette affaire en y revenant sans arrêt. Donc vous qui analysez justement le traitement médiatique des affaires de justice, est-ce que vous trouvez que ce traitement médiatique était disproportionné ou juste ? Moi, d'après ce que j'ai pu constater, c'est-à-dire les partisans de Polanski comme ses adversaires ont pu s'exprimer librement, mon point de vue. Bon, c'est ce que je pense. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu effectivement un déséquilibre. Non, c'est plutôt, moi, c'est effectivement, tous ceux qui le défendent et les arguments qu'ils utilisent. Bon, pour ce qui est de dire, par exemple, s'ils disent, comme ils sortent comme argument que la victime a pardonné. Là, c'est un argument, bon, raisonnable. Par contre, les arguments de Costa Gavras, oui, mais bon, elle avait 13 ans, mais elle en faisait 22 ou 23. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Ou alors, bon, l'argument du passé, du fait que ce soit un homme de talent et qu'il a eu un passé difficile.
Bon, ça n'excuse rien. Moi, je vois pas le rapport, personnellement. Hein. Je vois pas le rapport. Et c'est vrai que ce mélange perpétuel entre... Donc, Shoah, il faut effectivement... Parce qu'il a réalisé le film Le Pianiste. Oui, Et aussi, ça oui. revenait sur le devant de la scène. Et quel rapport entre la Shoah même et Polanski et ce qu'il a fait avec une petite... Regarde, pour résumer, pour moi, Polanski, il ne mérite ni d'être diabolisé à outrance, ni d'être sacralisé, comme le font effectivement son fan club, comme le fait son fan club, qui effectivement, et on a l'impression que, alors, je sais pas, qu'il y a un d'entre eux qui a dit qu'il a pleuré de joie quand il a su qu'il ne serait pas extradé. Je ne sais pas si c'est Jacques Lang ou Bernard-Henri Lévy, il dit qu'il a pleuré de joie. Bon. Quand même pas poussé non plus. Hein. Bon, c'est pas, c'est-à-dire que effectivement, il y a le schéma dreyfusien qui revient à la rescousse. Vous remarquerez que je suis pas sûr que Yann Moix continue de dire que la Suisse est une putain, maintenant que la Suisse a refusé d'extrader le bonhomme. C'est vrai. Voilà, c'était le quart d'heure de célébrité de Frédéric Valandré. Donc les abonnés peuvent suivre la suite uniquement sur le site Enquête et Débat. Aux autres, je dis à bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité. Au revoir. Ouais.